Moi, j'avais l'impression que une partie de moi m'avait carrément abandonnée. J'étais là, mais sans être là. C'est ça qu'ils cherchaient, quoi, des filles naïves. C'est du pain béni pour eux. Une fille qui n'a pas de famille, qui n'a pas de repères, et voilà. J'ai vu des pires horreurs qui pouvaient exister. Je les ai subies, mais je les ai vues aussi. Parce que pour moi, il n'y avait pas de solution. Enfin, il n'y avait pas de... C'était la seule solution. Ma vie, c'est une vie tout à fait... une enfance, je veux dire, tout à fait normale. J'étais encore mineure et c'est un des soirs que j'allais pour rentrer chez moi vers 23h que le drame est arrivé, en fait. Enfin, j'étais avec ma petite sœur. On nous a placés dans des foyers, ensuite on nous a séparés. À force de fugue et de... je partais tout le temps, etc. J'ai rencontré des mauvaises personnes, on va dire. Donc ça a commencé à 16 ans et demi. J'entends une voiture qui s'arrête très brusquement et il y a 3 personnes qui sortent de la voiture et ils me balancent à l'intérieur vraiment comme si c'était un animal, pas une personne. Donc c'était des personnes que j'avais jamais vues de ma vie. Et à partir de là, je savais pas où je suis et qu'est-ce qui se passe. Jusqu'à un moment où après d'être violée, maltraitée, battue, on m'a dit que je dois me prostituer pour un de ces hommes-là. Dans l'exploitation sexuelle, on peut distinguer, en tout cas actuellement, 2 groupes principaux, dont une partie vient de l'Europe centrale et orientale, la Roumanie, la Bulgarie en majorité. Pour l'autre groupe très représentatif, c'est des jeunes femmes qui viennent d'Afrique subsaharienne et notamment du Nigeria. Ça peut être des organisations très artisanales, familiales, qui recrutent dans le pays d'origine. Ça peut être aussi des organisations criminelles de forme pyramidale, avec toute une organisation très structurée. Il n'y a pas un modèle, mais il y a différentes formes. Donc les réseaux vont recruter des jeunes filles, des jeunes garçons, les transporter de manière tout à fait libre et les mettre en place sur les trottoirs parisiens afin de les exploiter. Le rôle de la brigade de protection des mineurs est double. Il est d'assurer la protection du mineur et il est également d'enquêter sur l'exploitation du mineur prostitué. Lorsqu'un mineur est identifié, qu'on sait qu'il se prostitue, le parquet, en règle générale, va solliciter la saisine d'un juge des enfants qui va, lui, pouvoir suivre le parcours du jeune, son placement, son devenir après la prostitution. Ces jeunes-là sont pris dans des réseaux extrêmement maltraitants, extrêmement dangereux. Et donc, ils n'ont même pas l'idée qu'ils peuvent échapper à ces réseaux en allant voir quelqu'un. Hein? Et c'est extrêmement rare que des jeunes aient d'une part le courage de porter plainte et ensuite de rester suffisamment longtemps pour qu'elles arrivent dans le bureau du juge des enfants.
que je dis elle, mais ça peut être il aussi. Hein. Bon. Moi, j'en ai vu beaucoup qui abandonnaient en cours de route, malheureusement. C'est-à-dire que, pour une raison ou pour une autre, on n'avait pas réussi notre travail d'apprivoisement, ou bien elles étaient trop marquées par ce qu'elles avaient vécu, et à ce moment-là, eh bien, elles finissaient par s'enfuir, et on ne les revoyait plus. Rien ne se fait sans l'accord de la victime. Sinon, on n'avance pas. Et même le fait qu'elles soient conscientes qu'elles sont exploitées, c'est pas évident au début, quoi. Et nous, quand on parle de protection, pour elles, protection, ça veut rien dire. Ouais. Quand on va voir le juge, c'est parce qu'on a fait une bêtise, c'est parce qu'on est condamné. Donc c'est à assimiler quand même à un système répressif ou pénal. Donc il y a quand même énormément de travail à faire avec ces jeunes filles pour qu'elles puissent avoir les codes et commencer à changer un peu leur regard et accepter d'avoir confiance, puisqu'elles sont fait avoir toute leur vie par des adultes, dans d'autres adultes qui, ceux-là, pour quelles raisons, peuvent peut-être leur vouloir du bien. Ouais. Donc voilà, c'est quand même un long processus. Hein. C'était comme une devise pour les proxénètes en fait. Soit je la mets dans la drogue ou soit je lui fais croire au grand amour. Dans les deux cas, elle m'appartiendra et ces gens-là sont là tous les jours dans les lieux de prostitution et cherchent des personnes fragiles surtout. Au départ, je me disais c'est que des menaces, c'est que des paroles. Donc si je m'en vais, il ne va rien faire. En fait, je l'ai fait, je l'ai trouvé chez moi en train de tabasser vraiment ma propre mère. Donc là, j'avais vraiment très peur pour eux, j'étais obligée de rester. Et j'ai vu vraiment la mort par ces coups, en fait. Donc je me suis encore prostituée dans un autre pays, mais là, c'était dans la rue. C'est vrai qu'il comme il y a peu de solutions de protection, finalement, c'est là-dessus où il y a un gros travail à faire avec les pouvoirs publics, pour améliorer les solutions de protection, faire des protections beaucoup plus sécurisées, plus cachées, dans des lieux inconnus, et après avec une vraie prise en charge et des vraies solutions quand elles deviennent majeures. Donc c'est lourd, hein, ça demande de la coopération internationale, ça demande de la coordination avec pouvoir public, association, ce qui n'est pas toujours facile des deux côtés, le dialogue passe pas toujours. Et troisièmement, ça demande des moyens pour éviter qu'on s'habitue à ce phénomène qui, de notre point de vue en tout cas, est en train vraiment de se développer en augmentation. On est condamné à vendre de l'amour, mais on ne peut pas en recevoir. On est condamné à ne plus jamais avoir d'amour, en fait, si ce n'est celle qu'on vend. Mais j'avais l'impression que je ne verrais jamais le bout du tunnel, en fait. Je me disais que j'étais prisonnière, quelque part, de ma vie. J'étais toute seule, comme s'il y avait une guerre quelque part, vous voyez, quand tout est par terre et qu'il n'y a personne, et moi je suis en plein milieu, je me sentais un peu comme ça. Je me disais, qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Je me sentais... J'étais désarmée. Je pense que tout le monde peut s'en sortir. Mais je le dis vraiment de fond de mon cœur, tout le monde peut s'en sortir. Après, bien sûr, on a besoin d'aide, de soutien, de l'écoute, mais on peut vivre très très bien après. Non, j'ai plus d'espoir. Mais c'est vrai que je peine à voir le bout du tunnel quand même. Je pense que si j'avais pas eu la chance d'avoir cette association, j'aurais jamais arrêté parce que je me sentais toute seule. Je suis dans une phase de reconstruction et je
je me donne des projets quand même pour l'avenir. Donc, j'ai passé un concours que j'ai pas eu, mais je repasserai l'an prochain. J'ai repris une formation de remise à niveau qui s'étale sur 9 mois, donc j'aurai bien le temps. C'est pas qu'un aspect professionnel, c'est aussi un aspect personnel. Donc c'est quelque chose de bien complet dont j'ai besoin avant d'être lâchée comme ça dans le monde du travail. Je voudrais une famille heureuse, c'est ça mon projet. Et soudée.